Je sais pas trop où est-ce que ça va mener tout ça. Probablement le premier podcast que je fais, que j'enregistre. Et le sujet de ce podcast, alors je sais pas comment va s'appeler le podcast, j'ai pas le logo, j'ai pas de truc, mais je me suis dit en vrai, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Alors ça va pas vraiment m'apporter grand chose dans mon business, mais je me suis dit, je peux ressortir des choses intéressantes pour les gens qui peut-être m'écouteront et même pour moi arriver à des conclusions plus facilement. Et concrètement, c'est quoi le contexte? Pourquoi là? En fait, je fais ça un peu sur un coup de tête, mais ça fait un petit moment que j'y réfléchis. Concrètement, là, il est 5 heures du matin, j'arrive pas à dormir. Je me suis dit, vas-y, fallait mieux que je fasse quelque chose. Je me suis dit, tiens, j'ai envie d'enregistrer une vidéo. Et en fait, j'ai envie de parler d'un truc qui me fait kiffer. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est pas mieux que je fasse un podcast? Et donc, c'est un peu comme ça que là, je suis venu à l'idée de t'enregistrer ça. Et je sais que le sujet, déjà, ça va être l'entrepreneuriat. Et en vrai, j'aimerais qu'on dive deep un petit peu. Bon, excuse-moi pour l'anglais, mais je commence à faire l'anglo-saxon, mais qu'on aille un peu en profondeur sur le sujet de pourquoi est-ce qu'on est amené à lancer un business. Parce que on discute beaucoup de ouais, c'est pour faire de l'argent, c'est pour avoir sa liberté financière et tout, mais ok, enfin ça c'est des termes jolis que tout le monde emploie pour cacher les vrais désirs, je trouve. Et je pense que c'est ultra intéressant de vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on lance un business. Parce que c'est pas commun. Et même juste l'envie de lancer un business, c'est pas commun. Enfin, l'envie profonde et de s'y intéresser, et même si tu passes pas encore à l'action, bah déjà avoir ce désir de t'intéresser, de faire des recherches, mais de pas encore peut-être avoir eu le courage de te lancer ou quoi que ce soit, c'est quand même, je trouve que c'est quand même quelque chose où, bah, c'est pas commun. Dans le sens où la plupart des gens, ils sont plus destinés au salariat que l'entrepreneuriat, et en soi, salariat, bon, bah, ils font ce qu'ils veulent, hein. Si vraiment c'est ça qui convient aux gens et qui sont très heureux dans le salariat, grand bien leur face. C'est pas mon cas. Et c'est pas le cas probablement de toi aussi. Si tu regardes cette vidéo, tu as peut-être déjà eu des expériences dans le travail. Tu as peut-être déjà, je sais pas, bossé à McDo en tant que serveur. Ou comme moi, si même tu as bossé dans le domaine bancaire. Bah, et que tu regardes, que tu écoutes ce podcast aujourd'hui, bah, c'est probablement que t'es pas très enjoué par ce qui se passe au travail. T'es pas très enjoué par l'idée du salariat, d'avoir un patron, de quelqu'un qui prend les décisions à ta place, et de quelqu'un qui est là pour te dire quoi faire. Personnellement, j'ai trouvé ça très traumatisant, pas dans le sens où c'est juste le travail, parce que, en fait, c'est pas le travail en soi qui est traumatisant, c'est pas la tâche à faire, parce que j'ai jamais eu de problème, de difficulté à faire une quelconque tâche, ni même de manière répétitive, ni même jour après jour, dans des conditions pas ouf, parce que j'ai fait plein de boulot un peu ingrat. Et, euh, et ça m'a pas tué. Mais par contre, ce qui m'a beaucoup plus tué, c'est la hiérarchie dans, dans le salariat. C'est avoir un manager qui te dit fais ça, qui t'engueule, alors que bah, tu lui dois rien et qui est juste ton supérieur hiérarchique. Moi, j'ai trouvé que c'était une expérience extrêmement traumatisante. Encore une fois, pas d'un point de vue physique, mais plus d'un point de vue psychologique. Parce que j'ai un peu cette relation-là avec l'autorité, et en particulier l'autorité illégitime. Parce que euh, un manager qui me dit fais ci, fais ça, et mais en fait, si tu veux, c'est même pas tant le fait qu'il me dise fais ci, fais ça, c'est plus le fait qu'il me dise non, fais ça comme ça, refais, et en fait, je le prends un petit peu comme une humiliation, un non-respect de ma personne, parce que je sais que cette personne, elle n'a pas mes intérêts à cœur, et je sais que la personne profite de sa position d'autorité pour me dire des choses comme ça, et me faire des choses d'une telle manière, qui, en fait, je le prends comme un manque de respect, comme si un peu on me pissait dessus, quoi. Premier degré, je le prends comme si on me pissait dessus, comme si on m'urinait sur le corps. Enfin, comme métaphore, c'est assez, c'est assez spécial. Mais c'est comme ça que je le ressens quand un manager,
un supérieur hiérarchique me dit de faire quelque chose sans politesse ou sans quoi que ce soit. Et je trouve quand même que les gens qui sont dans ces métiers-là, ou qui sont ton plus un, comme ils disent dans la culture d'entreprise, mais les gens qui sont là pour manager, pour apporter des directives, je trouve que c'est des gens, malgré tout, qui sont très peu compétents en termes de relations humaines. C'est même probablement les gens les moins compétents. Alors, je sais pas si... Je sais pas si le principe de Peter s'applique déjà ici. Alors pour ceux qui savent pas, le principe de Peter, c'est le principe qui, dans une bureaucratie, tu tends à t'élever jusqu'à ce que tu arrives à ton niveau d'incompétence. C'est-à-dire que tu seras promu jusqu'à ce que tu arrives à l'endroit où tu es incompétent. Et donc je pense, peut-être que par malchance ou par chance, je suis arrivé à des endroits où bah là, on a promu une personne parce qu'il était bon dans son travail. Par exemple, le premier exemple que j'ai en tête, c'est un manager, par exemple, à McDonald's, ou parce que j'ai travaillé là-bas, aussi à Burger King, j'ai travaillé là-bas aussi. Bah, bon, après, ça fait quand même beaucoup de points communs. Pareil, à Lidl, j'ai travaillé pour ceux qui savent pas, un supermarché, c'est une grande surface. Et à chaque fois, bah, j'observe ça, c'est que les managers sont... Bah, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils me manquent de respect. Je sais pas si c'est eux qui sont insupportables, vraiment, ou si c'est moi qui réagis mal à chaque fois, parce que si tout le monde est le problème, c'est que c'est toi le problème, donc je me remets un petit peu en question là-dessus. Mais je trouve que en fait, je suis pas le seul à vivre ça, donc je me dis, c'est peut-être qu'il y a aussi une incompétence de leur part. Et je me dis que, en fait, c'est vrai que c'est pas très logique de promouvoir quelqu'un parce qu'il est bon dans son travail pour le faire devenir un manager. En fait, c'est comme si tu t'étais bon dans ton craft, t'étais bon dans ton art, et on te promeut à manager des personnes qui font maintenant le boulot dans lequel t'étais bon, sauf qu'en fait, t'es mauvais dans le management. En fait, donc, ça a pas trop de... Ça fait pas trop de sens, en fait. Je trouve que les critères sont mauvais. Après, je connais pas les critères exactement pour devenir manager, parce que ça m'a jamais intéressé. Mais je sais pas si t'arrives à voir l'incohérence. Enfin, toi qui écoutes ce podcast-là, genre, est-ce que t'arrives à voir l'incohérence dans ça? Enfin, tu promeus quelqu'un parce qu'il est bon dans son art, mais tu le promeus pour lui faire changer de compétence. C'est-à-dire, il va plus pratiquer son art, il va faire autre chose, il va manager des personnes. Mais c'est pas parce qu'il était bon dans son art qu'il sera bon dans manager des personnes. Et c'est pour ça que je pense aussi que les managers sont mauvais. C'est parce qu'ils sont pas bons pour ça de base. De base, ils sont bons dans leur art, ils sont bons pour te donner des ordres, pour te dire quoi faire, mais c'est tout, quoi. Ça reste des gens qui sont là pour te donner des ordres et pour te rappeler ce qu'ils font. Enfin, dans la réalité, c'est ça qu'ils font. Sur le papier, ils sont pas faits pour ça. Enfin, sur le papier, ils sont pas promus pour ça. Et je trouve qu'ils sont très mauvais. Et ça, c'est très traumatisant. Et du coup, pour revenir au sujet principal, bah, personnellement, c'est aussi pour ça que ça m'a poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est parce que je refuse, mais c'est catégorique, je refuse de subir le salariat. Pas que, en fait, en soi, je m'en fous de devoir dépendre de quelqu'un. Enfin, je veux pas nécessairement être mon propre patron. Je veux juste n'avoir de compte à rendre à personne. C'est juste ça que je cherche. C'est pas avoir le contrôle, c'est avoir la paix. Bah, en fait, les deux. Parce que je pense aussi, en ayant le contrôle, t'as beaucoup plus la paix. Mais du coup, moi, personnellement, c'est pour ça que j'ai lancé mon business. Et je me rappellerai toujours, il y a vraiment un jour où j'ai eu un déclic, je me suis dit, non, mais on peut pas me pisser dessus comme ça, c'est pas possible. Et genre, ce jour-là, je me suis juré que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne plus jamais avoir affaire au salariat. Alors, bon, pas vraiment ne plus jamais avoir affaire, mais en tout cas de tout faire pour réussir dans l'entrepreneuriat et pour ne plus avoir à subir ce genre de situation. Et c'est aussi là où je me suis beaucoup plus intéressé au fait de dire quand ça va pas, de dire quand les choses me déplaisent. C'est que c'était un jour où je bossais à Lidl. Donc je crois que c'était en début 2024, ou alors fin 2023, quelque chose comme ça.
Je pense plutôt que c'était fin 2023. Quelque chose par octobre, septembre ou novembre 2023. Je travaillais à Lidl et on était du matin. Enfin, moi j'étais souvent du matin, j'avais un contrat étudiant, je travaillais le week-end. Et moi, souvent ça se passait très bien avec la plupart de mes collègues parce que on était tous très jeunes. Il y avait même un collègue au Lidl qui était un ami de mon BTS parce qu'à l'époque je faisais un BTS banque. Et c'était vraiment le fun, la rigolade. Qu'est-ce qu'on se marrait la gueule. Par contre, ce qui venait casser l'ambiance et casser la dynamique de travail, bah, c'était mes managers. Et en particulier un. Ah, après, il y avait des managers et des manageuses qui étaient adorables, mais qui étaient adorables. Et c'est pas forcément eux qui étaient plus facilement promus. Assez étrange. Mais un matin, moi j'arrive au Lidl, donc j'arrive au boulot, il est probablement 7h. Et un peu avant, parce qu'on commence à 7h, donc je devais arriver à 6h45, 6h50, quelque chose comme ça. Et donc je vais dans les vestiaires, je me change et tout. Puis j'arrive dans la salle de... Comment on appelle ça? Pas une salle de... J'allais dire de coworking, mais pas du tout, c'est une salle de repos. En gros, où les employés peuvent aller manger et tout. Donc je me mets là-dedans et tout, je discute avec les collègues. Et il y a ce manager-là, enfin, voilà. J'aime pas de son tempérament, mais voilà. Je mets de l'eau dans mon vin et je bosse. Et il y a un truc qu'on doit faire tous les matins, c'est qu'on doit s'échauffer, c'est ultra important, enfin pour eux, parce que ça limite les risques de blessure en soi, c'est vrai. Mais vas-y, moi j'avais pas envie de le faire parce que bah déjà j'avais pas envie de le faire. Parce que c'est tout, j'avais pas envie de le faire, j'avais déjà marché, enfin mon corps était déjà actif et genre mec ça sert à rien, tu vois. Aussi, faut aussi comprendre que à Lidl, bah, c'est un travail et forcément les process sont optimisés pour le type de personne qui fait ce travail-là et le type de personne qui fait ce travail-là, c'est des gens qui sont pas actifs, c'est des gens qui font pas de musculation, qui font pas de sport, qui sont en mauvaise santé. Et je le dis parce que je connais la démographie parce que j'y ai travaillé. Et en fait, je me suis dit, mais non, mais enfin, j'ai pas besoin d'échauffement, enfin, je vais pas me blesser, enfin, je fais du deadlift à 200 kg, j'ai un squat à 170 kg, je fais un bench à 120. Enfin, je veux dire, je fais du sport toute la semaine, tu vas pas me casser les couilles avec un échauffement, tu vois. Moi, c'est ça mon raisonnement. Bon, c'était à l'époque où j'étais pas blessé encore, où j'avais pas cette putain de tendinite au biceps. Donc j'étais ultra actif et je m'entraînais genre littéralement 5 fois par semaine, 6 fois par semaine et tout, en plus des cours. Et donc moi je me dis vas-y non je vais pas faire ça. Et il y a le manager qui en fait ce qui se passe c'est qu'on est tous dans... Eux du coup ils sont tous entre la salle de repos et entre un peu le sas par lequel on passe pour aller dans le magasin et commencer à taffer. Et moi je passe et je vais directement dans le magasin. Enfin en tout cas je marche, je passe devant tout le monde qui est en train de s'échauffer. Et moi je pars directement... Je suis en train de partir directement dans le magasin pour aller dans la réserve, pour aller prendre mon transpalette et pouvoir ranger mes rayons. Parce que j'ai pas envie de perdre de temps, et voilà, je sais que je suis pas nécessairement le plus rapide non plus là-dessus, donc j'ai envie de prendre de l'avance, je m'échauffe pas. Et là, il y a le manager qui claque des doigts, comme ça, genre. Et qui fait Erwan. Comme ça. Erwan, comme ça, plusieurs fois. Et en fait, déjà, tu sais, si t'écoutes encore là, jusqu'à là ce podcast, tu sais à quel point c'est... tu sais à quel point ça donne envie d'enculer la personne, sachant qu'en plus le gars il est tout frêle. Enfin, genre, c'est vraiment l'archétype de la personne que j'aime pas. C'est un mec qui critique un mec qui met toujours la responsabilité de ses échecs et des échecs des autres sur les autres, qui prend aucune responsabilité pour lui. C'est un mec genre, il taffe à Lidl depuis plusieurs années et il a une Mercedes. Et en soi, le problème, c'est pas qu'il ait une Mercedes. Le problème, c'est qu'il ait une Mercedes et qu'il taffe à Lidl. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, si tu veux, en tant que gars qui a taffé dans le domaine bancaire, je sais que la sociodémographie des personnes qui travaillent à Lidl et qui vont à Lidl, en général, c'est des gens brogues de ouf. Donc en fait, si tu veux, je sais que ce gars, et par d'autres échos, bon, je l'ai su aussi un petit peu en interne, c'est qu'il est un peu broke. Et en fait, le truc, c'est que il voulait se donner un rôle et il était très sûr de lui et c'est vraiment l'archétype de la personne que j'aime pas. Et le gars fait genre d'être bien dans sa situation alors qu'on connaît les salaires de Lidl, c'est pas extraordinaire.
Et bref, avec sa petite Mercedes à crédit, voilà, du coup, tout arrogant et qui remet souvent la faute sur les autres, il me parle de cette manière-là, il me claque des doigts comme ça et il me dit, Erwan, viens t'échauffer. Mais pas d'un air en mode, oh Erwan, non, mais Erwan, allez, bon, viens t'échauffer. Oh, quand même, Erwan. Il me dit pas ça, il me dit, Erwan, viens t'échauffer là. Comme ça. Et le truc, c'est que je me suis senti comme une énorme merde parce que j'ai pas su aller à l'encontre. J'ai dit, je sais pas ce que j'ai dit, ah ouais. Et c'est tout. Et je me suis échauffé. Et mec, genre, pour toi, ça peut te paraître pas ouf, mais en fait, c'est une situation où je me suis dit, mais comment c'est possible que je sois pas en capacité de désobéir et de faire ce que je veux parce que c'est juste, je fais preuve de bon sens. Je vais pas m'échauffer parce que ça me fait perdre du temps et objectivement, j'en ai pas besoin. Pourquoi est-ce que je l'écoute ? Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis senti complètement merdique. J'ai l'impression qu'on me pissait à la gueule. Je sais pas, je l'ai pris un peu comme un signe de l'univers où je me suis dit, Arwan, t'es une énorme merde. Reprends-toi en main. Enfin, et c'est pour ça que quelques mois après ça, j'ai démissionné parce que je pouvais plus tolérer ce genre de choses. Et c'était soit ça, soit je pétais un plomb au Lidl. Et ce qui me prenait plus de force mentale, c'était de péter un plomb. Donc je me suis dit, vas-y, je vais utiliser moins de force mentale, et moins de discipline, moins d'efforts, et je vais juste démissionner, plutôt que de péter un plomb pour changer les choses, parce que je sais que les gens, ils vont pas nécessairement changer. Par contre, moi, je peux changer ma vie tout seul en démissionnant. Donc, ça a été un peu genre un élément fondateur dans ma personnalité et dans ma décision de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que je voulais plus jamais vivre de situations comme ça, ou en tout cas tout faire pour ne pas la vivre, parce qu'en fait c'est tout con, mais en présence d'une figure qui a une autorité sur moi, qui n'est pas légitime et qui ne fait pas preuve de bon sens, je suis pas capable de me défendre. Et c'est horrible comme sensation. Donc en vrai, c'est essentiellement, c'est pas essentiellement pour ça, mais je veux dire, je remarque que j'ai quand même beaucoup de difficultés avec les figures d'autorité, et ce que j'appelle les figures d'autorité pas légitimes, c'est-à-dire les gens qui ont une autorité sur toi au vu de leur position dans une hiérarchie artificielle. Donc une entreprise par exemple, c'est une hiérarchie un peu artificielle, et t'as un gars qui a une autorité sur toi, alors que tu lui dois absolument rien, tu le connais ni d'Adam ni d'Ève, juste parce que c'est un gars dans une hiérarchie, il est un peu plus haut, il se permet de faire des choses, et genre non, moi ça je tolère pas, c'est atroce. Et aujourd'hui, il faut savoir que il y a encore pas si longtemps que ça, j'étais encore dans le salariat, et je sais que s'il y avait un seul gars qui osait faire ça, un mec avec une hiérarchie, un mec qui est dans la hiérarchie qui est plus haut que moi dans la hiérarchie de l'entreprise, mais jamais de la vie je me laisse pisser dessus comme ça. Genre je recadre direct et je dis, mec, ok, t'es mon supérieur hiérarchique, mais je te laisserai pas me parler comme ça. Genre c'est déjà la première chose que je dirais. Enfin, ça pour moi ça a été un traumatisme, et pas dans le sens un traumatisme dans le sens je vais jamais m'en remettre, c'est terrible ce qui m'est arrivé, dans le sens un traumatisme c'est juste un événement qui t'arrive dans ta vie et qui change de manière permanente ton comportement. Donc c'est pas une mauvaise chose en soi, mais je veux dire ça a tellement comment expliquer ça, ça m'a tellement pris aux tripes, et c'est tellement allé profondément en moi, ce moment-là où je me suis fait manquer de respect par un supérieur hiérarchique. Mec, genre ça m'a pris tellement dans les tripes, c'est allé tellement profond que je me suis dit plus jamais ça. Et en fait, avant, il y avait plein de petits événements comme ça, micro-événements, où c'est arrivé plein de fois. Et là, c'est vraiment le moment où je me suis dit, non, c'est trop. Je peux plus ça. Et j'avais pris un seum énorme. Et je pense que ça a été, du coup, pour moi, une des premières briques dans ma décision. Enfin, une des premières briques. Non, pas une des premières briques, mais une des briques les plus fondamentales dans ma décision de devenir entrepreneur. Et je pense que, en vrai, si t'écoutes ce podcast, gars, c'est que
Il y a probablement quelque chose de similaire en toi, c'est que tu as forcément un moment où tu t'es pas senti à ta place, où tu t'es pas senti respecté, tu t'es pas senti aimé pour ce que tu étais vraiment, tu t'es pas senti vraiment accepté, pas vraiment intégré. C'est un peu comme s'il y avait une distance entre toi et les gens. T'as ressenti ça et t'as tout ça, peut-être ce truc-là qui t'est arrivé et tu t'es dit putain, faut vraiment que je change ce truc. C'est pas possible de vivre encore ça. Et, euh, et pour virer un petit peu sur un autre sujet, c'est pour ça que je- j'ai un peu cette tendance à croire que peu importe d'où tu pars dans ta vie, du moment où tu nais jusqu'au moment où tu meurs, pour moi, tout le monde souffre et tout le monde prend du plaisir de manière égale. C'est-à-dire que pour moi, dans ta vie, il y a forcément un ratio de bonheur et de malheur qui va t'arriver, quoi que tu fasses. En fait, peu importe ce que tu fais. Et ce ratio, il est pas binaire. C'est soit t'as du malheur, soit t'as du bonheur. Il y a le malheur, il y a le bonheur, il y a une nuance entre les deux. Et si tu veux, par exemple, bah, si toute ta vie tu fais que des trucs neutres, bah, au final, tu auras eu le même ratio de bonheur et de malheur. C'est-à-dire que bah, tu seras au ratio zéro, enfin, tu seras au point zéro. Enfin, tu auras eu, en gros, c'est comme si tu avais eu 50-50, vu que tu es neutre. Par exemple, si tu passes toute ta vie à manger de la merde, à te branler sur la pornographie, à rien faire, genre à regarder que du divertissement et je sais pas, à jouer aux jeux vidéo, bah tout ce plaisir que tu as là, tout ce bonheur instantané que tu vas recevoir, tu vas le payer forcément. Donc tu vas avoir une réaction égale et opposée de l'univers. C'est-à-dire que tu vas te sentir de manière égale au bonheur que tu as eu, bah comme une merde. Et vice versa. Pour toutes les merdes qui te sont arrivées dans la vie et tous les moments d'inconfort que tu as eu, t'as une contrepartie de bonheur qui te sera apporté à force égale. Et c'est pour ça que je pense que, par exemple, que tu sois un mec qui est né dans un pays, genre, un pays merdique, enfin, où les conditions sont à chier, vraiment. Je sais pas, au Yémen, que tu sois né au Yémen, ou que tu sois né en France, que tu sois, genre, né dans le 11e arrondissement de Paris, moi j'ai une théorie, et je sais que ça va pas plaire à beaucoup de gens, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être en désaccord avec ça, mais pour moi c'est que tu auras le même niveau de bonheur et le même niveau de malheur. Et pour moi ça c'est un truc, ça s'appelle genre juste la théorie du contraste. C'est que au bout d'un moment ton cerveau il s'habitue à des choses. Tu vois par exemple si toute ta vie tu vis dans la merde, dans une situation financière qui est difficile, bah au bout d'un moment ton cerveau il s'habitue un petit peu à ça. Donc au final ça te semble plus trop difficile, ça devient quelque chose de même neutre, mais là, la théorie la théorie se complète pas encore parce que tu me diras, je deviens, enfin, ta situation financière difficile au début, elle est atroce, puis ensuite t'es un peu neutre vis-à-vis de ça, ça finit par être la routine, et bah, en contrepartie de ça, à chaque fois où tu vas recevoir un peu d'argent, même un montant comme 5 €, 15 €, 20 €, tu vas être l'homme le plus heureux sur Terre parce que t'as connu la galère. Donc en fait, et même en fait, tu t'es habitué à la galère. Donc en fait, quand tu reçois quelque chose, même un peu d'argent, ça te fait un effet de malade et un bonheur de malade que tu n'aurais jamais eu. Par exemple, si tu étais né dans le 16e arrondissement de Paris avec des parents qui étaient riches, pour toi, 30 euros, c'est rien du tout, c'est que dalle, c'est même limite, c'est presque t'es indifférent. Alors qu'un mec qui a vécu la galère tout le temps, et qui pour lui la galère c'est quelque chose de normal, bah, même la moindre chose lui fait plaisir, et en fait, c'est ça la contrepartie. Et c'est ça le bonheur que tu auras toute ta vie, en fait. C'est que tu seras satisfait par des petites choses. Donc en fait, peu importe ce que tu as dans ta vie, comparé à ton prochain, enfin à ton prochain, comparé, je sais pas, aux habitants du Yémen, bah, tu auras le même niveau de bonheur et le même niveau de souffrance dans ta vie que... Je sais plus trop pourquoi je disais ça, mais... Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas être spécialement d'accord avec ça. Mais moi, je le pense dur comme fer. Alors, j'ai peut-être pas tous les éléments de l'équation, peut-être que c'est un peu plus complexe que ça, peut-être que c'est pas autant binaire que ça. Mais je pense que je suis pas loin du réel, je pense que je suis pas loin du vrai.
pour être 100% transparent. Pour revenir au sujet du business, le business, je trouve, c'est un peu une illustration parfaite de ce principe-là. C'est-à-dire que on voit les entrepreneurs, et c'est des mecs qui bossent comme des enculés mais comme des malades mentaux pendant 6 mois, 1 an et demi, sans résultats tangibles. Et c'est ça le problème. C'est un autre sujet, mais les résultats intangibles, c'est ce qui fait abandonner 99% des gens en entrepreneuriat, c'est qu'ils progressent mais ils le voient pas. Parce que la seule métrique qu'ils ont pour le progrès, c'est l'argent, les vues ou le nombre d'appels de vente. Mais il y a d'autres choses que tu peux pas nécessairement mesurer et qui sont quand même des résultats, mais juste qui sont intangibles. Par exemple, t'as ta personnalité, tes compétences, enfin bref, tes connaissances, tout ça, tu peux pas nécessairement les mesurer. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est que les entrepreneurs, c'est des gars, c'est une illustration parfaite de ce principe-là. C'est-à-dire que c'est des mecs, ils souffrent pendant 1 an et demi, 2 ans, ils se cassent le cul à comprendre, à faire des actions. Ils comprennent pas pourquoi ça marche pas, mais ils ont vu les gars le faire et ils comprennent pas pourquoi pour eux ça marche pas et pour les autres ça marche. Et ils doivent persévérer, ils ont pas encore de résultats et les gens que tu prospectes, ils te chient à la gueule et tu closes pas et tu fais pas d'argent. Enfin, c'est dur. Psychologiquement, c'est la guerre. Psychologiquement, c'est la guerre. C'est le no man's land. Je suis désolé, mais il y a très peu de gens qui s'en sortent indemnes dans l'entrepreneuriat. Et c'est juste parce que tu vois pas les résultats. Et c'est juste parce que l'entrepreneuriat te demande de changer toi en tant que personne. Et c'est ultra dur de changer en tant que personne. Et en fait, cette souffrance que tu accumules, en fait, l'univers va te la rendre si tu arrives à passer le test. Si tu arrives à passer le test, et même en vrai, si tu passes pas le test, mais je veux dire, par exemple, juste si tu passes le test, et après, si tu passes pas le test. Donc, si tu passes le test, si tu réussis dans l'entrepreneuriat, que tu arrives à en vivre, et que après tu développes ton entreprise, t'as un bénéfice qui est ultra concret, et qui te restera à vie parce que t'as payé ta dette. T'es allé dans cet inconfort, t'es allé dans cette douleur pendant un long moment, et pour rééquilibrer le tout, l'univers te le rend. Alors tu dois toujours bosser, mais pour toi c'est beaucoup plus facile maintenant, c'est beaucoup plus agréable. Tu fais beaucoup plus ce que tu veux, t'as cette liberté pour laquelle tu t'es battu. Donc ça c'est le bénéfice de si tu réussis dans l'entrepreneuriat. Et même si tu te la donnes dans l'entrepreneuriat pendant même 1 an, 1 an et demi, et même genre imagine au final t'abandonnes, t'as quand même énormément de positifs, même si t'as pas officiellement passé le test. Pardon, excuse-moi. Parce que t'as forcément des choses que t'as appris. T'as forcément des compétences que t'as développées une certaine résilience quand même si t'as abandonné au bout d'un moment, t'as quand même cru en toi, t'as quand même fait des choses, t'as été discipliné pendant un certain temps, t'as acquéri de l'expérience, je sais pas si ça se dit, ouais, t'as acquéri de l'expérience, t'as appris des choses, et en fait, ce qui fait que t'es plus résilient en général dans la vie, et même si t'as pas eu les résultats, d'avoir un business qui fonctionne, une entreprise qui fonctionne, au final, c'est pas que c'est pas grave, si, c'est grave, mais je veux dire, tu peux quand même en retirer des choses, et l'univers rééquilibre quand même la chose pour que tu sois quand même récompensé pour ton travail. Voilà. En vrai, je voulais absolument parler de ça. C'est un peu... Alors, en vrai, je pourrais parler de ça pendant des heures sur l'entrepreneuriat, mais... Je trouve l'entrepreneuriat, c'est quand même un moyen de se développer plus que quelque chose à développer. Comment expliquer ça? Si tu veux, l'entrepreneuriat, c'est plus un véhicule pour te transformer qu'un véhicule pour faire de l'argent. Alors, même si en soi, quand t'es entrepreneur, quand t'as un business, forcément, le but c'est de faire de l'argent, mais tu peux pas faire de l'argent avec un business si tu ne te transformes pas. Donc en fait, si tu veux, la première étape pour réussir dans le business, c'est de changer toi. Littéralement, enfin, tu dois développer des compétences, des caractéristiques, de la résilience, des croyances, des paradigmes. Tu dois tout changer en toi, et c'est un processus long et douloureux. Tu dois aussi changer tes habitudes, enfin en fait, tu dois tout changer de A à Z, tu dois devenir une nouvelle personne. Et c'est pas facile, et c'est en ça que l'entrepreneuriat est dur au début. Enfin, non, c'est en ça que l'entrepreneuriat est dur, et en particulier dans tes early days, dans tes premiers jours, et même dans tes premières années,
Alors je dis ça comme si j'avais 15 ans d'entrepreneuriat, je suis toujours j'entame ma 2e année officiellement en tant qu'entrepreneur. Mais je remarque que le plus dur, alors pour moi le plus dur est déjà fait, le meilleur reste à venir, mais je veux dire, le plus dur c'est de changer toi, le plus dur c'est d'effectuer cette transformation. Parce que avant d'avoir quelque chose, il faut que tu deviennes la personne capable de l'avoir. C'est tu es la personne avant de la devenir. C'est-à-dire que tu es l'entrepreneur avant que l'entrepreneur se manifeste dans la réalité. Tu dois être le mec qui est capable de vendre avant de vendre. C'est logique, parce que tout part de toi. Et bon, c'est aussi en ça que le business est énormément le reflet de ta personne. Enfin, en fait, je sais pas... Enfin, non, en fait, si tu veux, c'est comme le business, c'est le reflet de ta personne, comme l'entrepreneuriat, c'est le reflet de qui tu es intérieurement. Ça sera le reflet de tes traumatismes, le reflet de tes peurs, le reflet de ton incompétence, le reflet de tout, ou même de ta compétence, de tes facilités ou pas. Ça sera littéralement le reflet de ça en multiplié. C'est-à-dire que si tu as un problème, je sais pas, de communication, bah, dans ton business maintenant, en fait, t'as plus juste un problème de communication pour toi, t'as un problème de communication pour toi et dans ton business. C'est terrible. Pareil, si t'es mauvais en vente, bon déjà c'est compliqué de... bon, c'est compliqué de monter un business si t'es mauvais en vente. Alors, en soi je suis encore mauvais en vente, enfin mauvais. Ça dépend. Enfin, en fait, je dis que je suis mauvais en vente parce que je vois le niveau qui est possible d'avoir, mais pour un gars qui connaît zéro en vente, il va me considérer comme bon. Alors que moi, évidemment, je vois toujours ce que je peux avoir de plus, donc je me considère comme mauvais. Mais je veux dire, si t'es mauvais en vente, compliqué de développer un business. Si, alors évidemment, en fait, tout le monde est mauvais en vente au début, mais je veux dire, t'apprends la vente sur le tas. Mais par exemple, tu vois, si t'es mauvais, si t'as pas confiance en toi, quand t'auras ton business, bah, t'as un problème de confiance en toi dans ta vie, et t'as aussi un problème de confiance en toi dans ton business. Enfin, je sais pas si ça fait sens. C'est, si tu veux, tes problèmes, ils vont être multipliés, et encore plus si t'as du personnel, si tu commences à, je sais pas, si t'as des équipes, enfin, ou si t'es amené à avoir du personnel plus tard dans ton business, bah, atroce en fait, parce que tu vas avoir des problèmes qui vont être multipliés, parce que le business, c'est beaucoup d'humains, et si t'as un problème avec les humains, bah, t'es un peu dans la sauce. Le business, c'est soit t'améliores tes relations, soit tu lances pas de business. Enfin, soit t'améliores tes relations et tu lances un business, soit tu lances ton business et t'améliores tes relations en même temps, soit juste tu lances pas de business et t'améliores pas tes relations. Parce que ça va être un calvaire si tu prends pas à cœur ces choses-là. Donc ouais, voilà. Le business, c'est le reflet de ta personne. Et c'est en ça que c'est plus un véhicule pour te transformer toi, parce qu'il te force à devenir quelqu'un d'autre, plus que ce que ça n'est un véhicule pour faire de l'argent. Et je trouve c'est magnifique, je trouve ça exceptionnel que le business, je puisse le considérer comme ça aujourd'hui. Parce que quand tu te lances, c'est un petit peu pour des raisons... pour faire que de l'argent. Et de toute façon, je vais pas me voiler la face. Si je fais du business, c'est clairement pour l'argent. Mais c'est aussi pour tout ce qui en découle. Et en fait, je suis tombé un petit peu amoureux de l'entrepreneuriat. Parce que c'est aussi quelque chose qui est exceptionnel. Les gens voient ça. Enfin, quand on parle de business en ligne ou d'entrepreneuriat, d'entrepreneur, de faire de l'argent, surtout la mentalité française, mais je pense en général dans le monde, c'est ultra mal vu. C'est ultra pas valorisé. Alors que les entrepreneurs sont le fait que des entrepreneurs existent, c'est la raison pour laquelle t'écoutes ce podcast. C'est la raison pour laquelle t'arrives à dormir le soir. C'est la raison pour laquelle t'arrives à avoir du confort dans ta vie. C'est la raison pour laquelle t'arrives à prendre une douche et avoir de l'eau chaude. C'est la raison pour laquelle t'arrives à aller dans un centre commercial et pouvoir avoir tous les aliments que tu veux dans le supermarché. C'est la raison pour laquelle t'arrives à avoir de l'électricité chez toi. C'est la raison pour laquelle t'arrives à appeler ta grand-mère quand elle est à 200 km de chez toi. Enfin, avec ton téléphone, enfin je veux dire que les entrepreneurs sont la raison pour laquelle tu as du confort dans ta vie. Et oui, ils ont fait de l'argent comme ça, et alors ? Et alors ? Heureusement qu'ils ont fait de l'argent. Ils sont récompensés pour leur travail. Ils sont récompensés pour la valeur qu'ils apportent dans la société. Et la valeur, les gens qui sont pas initiés à l'entrepreneuriat et les gens qui connaissent pas grand-chose
en économie ou qui veulent, enfin, qui se disent, en tout cas qui pensent s'y connaître en économie, ils vont dire ouais mais, enfin je sais pas, par exemple, c'est des gens qui vont confondre la valeur et la valeur ajoutée, c'est pas la même chose. Et par exemple, ils vont me dire ouais Bernard Arnault il contribue pas à la société. Alors, moi je pense pas du tout ça. Moi, je pense que Bernard Arnault, par exemple, il contribue énormément à la société, de plusieurs manières. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être pas d'accord avec ça, et en particulier les gens qui ont la haine des gens qui font de l'argent. C'est que, en fait, si tu veux, tu peux pas faire de l'argent si tu résous pas un problème. Première chose. Tu peux faire de l'argent sans résoudre un problème. La seule condition, c'est que t'es un scam. Et si t'es un scam et que t'es public et que tout le monde sait que c'est un scam, tu peux pas perdurer. Point faible, du coup, c'est que soit Bernard Arnault est un scammer, soit Bernard Arnault apporte de la valeur. C'est quoi le plus probable? Enfin, si on y réfléchit 2 secondes. Le mec est milliardaire, pardon, excusez-moi, je me trompe. Et quoi? Il apporte pas de valeur? Ce mec-là n'apporte pas de valeur. Mais tu es con. Je suis désolé. Mais la valeur que Bernard Arnault apporte, c'est qu'il fait juste le pont entre une situation actuelle de ses prospects, de ses potentiels clients, à leur situation désirée. Bernard Arnault, c'est LVMH. LVMH, c'est le luxe. Pourquoi t'achètes du luxe? Parce que tu veux te sentir... tu veux avoir du statut social. Tu veux pouvoir acheter ton statut. Tu veux pouvoir avoir de la reconnaissance. Bernard Arnault résout ce problème-là avec ses boîtes, avec ses entreprises. Avec LVMH. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir sur eux des marqueurs de statut. Il est là pour résoudre ce problème. Il y a des gens qui ont un vrai besoin pour ça. Donc il apporte de la valeur. Il résout un problème. Alors oui, c'est pas le problème le plus noble à résoudre. Et bon, en soi, après c'est quoi la noblesse? Enfin, je veux dire, ça reste un problème. Enfin, en soi, c'est oui, c'est pas comme si t'allais, je sais pas, construire des puits en Afrique. C'est pas la même chose, mais enfin genre, tu résous quand même un problème. Ok. Pareil, il crée des emplois. Enfin, les gens qui bossent pour lui, c'est des gens qui ont peut-être pas mieux, et c'est des gens. Alors oui, et alors ça, pareil, c'est la même chose. Je vois des gens qui disent oui, mais enfin, le succès de Bernard Arnault, il dépend quand même du labeur et des gens, et des gens qui sont entre guillemets employés, enfin, qui sont employés par Bernard Arnault. Alors oui et non. Enfin, si tu veux, c'est pas le labeur tout seul. Parce que le labeur tout seul, il vaut rien. Le labeur tout seul, ça sera remplacé par l'IA. C'est le labeur et une vision, et tu résous vraiment un problème. Donc Bernard Arnault, il donne la vision, il donne vraiment le problème à résoudre, comment le faire dans sa technicité, et derrière, t'as un labeur qui est là pour exécuter, parce que Bernard Arnault, il peut pas faire tout seul avec ses 2 mains. Et t'as des gens qui sont OK pour être payés à faire ce labeur. Point. Donc non, les entreprises, par exemple, les sociétés comme... les marques de luxe, par exemple, non, le succès des marques de luxe ne dépend pas du labeur des gens. Parce que le labeur, il peut être remplacé. Le succès, il dépend quasiment exclusivement de la vision de l'entrepreneur, du problème à résoudre et de comment est-ce qu'il va s'y prendre. Après, le labeur ou pas, il va forcément trouver une solution pour avoir du labeur. Et si jamais c'est pas des humains, un jour il y aura des robots. Donc non. Voilà, c'est en ça qu'il apporte de la valeur. En plus, il offre un emploi. Il résout plusieurs problèmes. Il résout un problème pour les gens qui ont besoin de s'afficher ayant du statut social, ayant des marqueurs de statut social visibles sur eux. En plus, il offre de l'emploi. Doublement. Il résout 2 problèmes. Et on vient lui pisser à la gueule. Et moi, je trouve ça, c'est une folie. Les gens sont d'une ingratitude et ne sont pas capables de faire juste preuve de bon sens. Alors oui, c'est sûrement pas les entreprises les plus écologiques, c'est sûrement pas les entreprises les plus, je sais pas, est-ce que le mot noble, c'est vraiment
est-ce qu'il a vraiment sa place ici? Parce que tous les problèmes sont nobles à résoudre. Mais je veux dire, oui, c'est peut-être pas l'entreprise la plus éthique comme on aimerait la voir. Oui, en soi, t'es pas en train de répondre à des besoins primaires, mais ça reste des problèmes à résoudre, en fait. Donc t'apportes quand même de la valeur. Et si t'es pas capable de reconnaître ça, enfin, je suis désolé, mais c'est que tu comprends pas la vente, en vrai. Et c'est que tu comprends pas comment l'économie et le monde fonctionnent. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors bon, j'ai pas non plus la prétention de dire que je connais exactement comment le monde fonctionne, mais juste avoir, tu vois par exemple, avoir eu un diplôme bancaire et être entrepreneur et m'intéresser à la vente, j'ai quand même la sensation de comprendre l'humain un peu mieux que la majorité des gens. Et en vrai, si je veux rentrer vraiment dans mon arrogance, parce que là, en vrai, j'ai un petit peu ce côté arrogant là, mais là, si je vais le faire sortir, en vrai, je pense que je comprends les gens, vraiment comment ils fonctionnent à l'intérieur d'eux, mieux que 99,99% des gens. Voilà, ça c'est ce que je pense au plus profond de moi, mais j'essaie quand même de faire le mec soft en podcast pour pas paraître trop arrogant, mais en vrai, c'est ce que je pense. En vrai, c'est ce que je pense. Et ouais, ça fait un peu arrogant quand même. Ça fait très arrogant. Mais en vrai, c'est ce que je pense. Je le pense vraiment. Pas parce que je suis meilleur fondamentalement, mais plus parce que j'ai été exposé à certains types d'informations. Par exemple, les gens qui s'intéressent pas aux sujets comme la psychologie, comme la vente, qui s'intéressent pas à l'entrepreneuriat, qui s'intéressent pas au domaine bancaire, ni qui n'ont pas été vraiment exposés à des humains énormément. Par exemple, j'ai abordé énormément de femmes dans la rue en 2024 parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais m'améliorer. J'en ai fait plusieurs centaines. Et forcément, quand tu es exposé au rejet des gens et que tu comprends la psychologie, que tu comprends la vente et que tu comprends un petit peu comment le système en général fonctionne, tu as une meilleure compréhension du monde et des gens. Et forcément, j'ai une meilleure compréhension que les gens qui ne sont pas intéressés dans tous ces domaines-là en même temps, et des gens qui s'intéressent à tous ces domaines-là en même temps, à la même intensité que moi. Ça se compte, il y en a pas des milliards non plus sur Terre, voilà. En France, il doit y en avoir quelques dizaines, centaines, milliers, en vrai peut-être, qui s'intéressent au même domaine avec la même intensité. Et c'est peut-être pour ça que j'ai peut-être une meilleure compréhension aussi. Des gens que la plupart... des gens. Mais ça fait ultra arrogant. Aussi, c'est tout con, mais juste le fait de lire des livres sur la psychologie des foules, sur comment se faire des amis, enfin, sur l'intelligence émotionnelle, sur... Quel livre j'ai lu là-dessus? Ouais, sur des livres sur le subconscient, sur la vente, sur le marketing, enfin, sur la psychologie, tout ça, en fait, tout ça, c'est des jolis termes, mais c'est littéralement ce qui te fait comprendre l'humain. Voilà. En vrai, je pense que j'ai beaucoup parlé. Je sais pas s'il y a vraiment des choses que je veux dire qui sont ultra intéressantes à rajouter. Oh, s'il y a un livre en vrai que je peux vous conseiller, c'est Sur la brièveté de la vie de Sénèque, texte intégral de la maison d'édition Mille et une nuits. En fait, c'est très court, hein. C'est un livre qui fait une soixantaine de pages et qui recueille des textes de Sénèque sur littéralement la brièveté de la vie. Mais en fait, ça parle pas vraiment de la brièveté de la vie, ça parle de plein de sujets comme par exemple choisir la gratification instantanée par rapport à la gratification différée, trouver un sens à sa vie, prioriser le moment présent plus que sur penser au futur ou penser à l'après, penser au passé. Et ultra intéressant en vrai, je l'ai lu il y a exactement un an, pile poil, j'étais en train de le lire. Et là j'ai remis le nez dedans et hyper intéressant comme livre. Ouais, pour revenir un petit peu sur le sujet principal du podcast qui était de pourquoi est-ce qu'on lance un business. Parce que j'ai remarqué que je me suis vachement éparpillé, mais c'est bien, c'est vraiment un exercice
Parce que là, j'ai pas de script, j'ai pas de questions en avance, je voulais juste parler de ce qui me venait un petit peu en tête, mais juste pour revenir quand même sur le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on lance un business? J'ai expliqué au tout début du podcast que que c'était parce que je m'étais fait manquer de respect par... Oula, excuse-moi, j'ai enculé le micro. Que je m'étais fait manquer de respect par un supérieur hiérarchique quand je travaillais au Lidl. Et je trouve que les gens qui vont lancer un business, c'est pas pour forcément les mêmes raisons, mais c'est pour le même problème. Enfin, ce que j'explique par là, c'est que t'as forcément une situation qui est inconfortable, une situation qui ne te plaît pas, il y a des choses dans ton enfance qui t'ont traumatisé, c'est peut-être ton papa qui... Un peu comme moi. Alors, mon papa, je l'adore, hein. Vraiment, je l'aime tout plein, je le kiffe à mort, et je suis grave reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi dans sa vie, et je trouve que d'ailleurs, je le dis pas assez, je devrais lui dire plus souvent. Enfin, même d'ailleurs que je devrais lui dire tout court. Mais si tu veux, il y a des choses, par exemple, qu'il a faites quand... Enfin, il a fait... Je dis ça comme si c'était une dinguerie, genre, il y a rien du tout. Mais je veux dire, il était très culpabilisateur dans le sens où... C'était pas forcément quelque chose qu'il voulait faire consciemment, mais en fait, si tu veux, quand t'as pas... Tu vois, par exemple, papa... papa, je l'appelle papa. Excuse-moi. Je fais ça comme si je parlais à mon petit frère. Par exemple, mon père, c'est quelqu'un qui a... Bon, il est très intelligent dans le sens où il comprend très bien les choses. Il a énormément de culture. Il a fait des longues études. Il a beaucoup lu. C'est quelqu'un de très cultivé, extrêmement cultivé et très charismatique quand il a confiance en lui. Extrêmement charismatique. Je le trouve, mais d'un charisme fou quand il a confiance en lui et quand il est en mode bienveillant. Je l'adore, vraiment, je suis admiratif de son charisme. Mais juste quand il est pas... Voilà, on a tous un moment où on est dans un mauvais mood, ben, quand mon père est dans un mauvais mood, bah, ça se ressent. Et du coup, quand j'étais petit, il y avait des fois où j'étais pas hyper sage à l'école. Enfin, j'étais pas un cancre, mais je veux dire, des fois, je faisais des conneries, t'as vu. Je me rappelle d'une fois, par exemple, il y avait un mec qui était handicapé quand j'étais en primaire. On lui avait volé son pull, et il s'en était pas rendu compte. Et en fait, on est allé dans la cour de récré, et il y avait un mec qui s'était assis sur son pull, et moi et un ami, du coup, en plus du troisième qui est assis sur le pull, on avait pris chacun une manche du pull, avec le mec qui était assis dessus, et on avait fait tourner le pull en dessous du gars, pour faire tourner le gars. Et en fait, ça avait fait un énorme trou dans son pull, parce qu'avec la friction sur les graviers, enfin non pas sur les graviers, sur le goudron. Et après, le mec, le handicapé qui était en fauteuil roulant, il s'en est rendu compte, et il a pleuré, et mes parents, ils ont su, je sais plus exactement comment. Et et je me suis fait démarrer par mon père, mais en fait... mais c'est pas... Enfin, genre... C'est pas je me suis fait démarrer dans le sens où il m'engueulait, c'est... En fait, si tu veux... Mon père, il faisait... Quand il m'engueulait, c'était plus des choses qu'il disait sur moi, plus que sur ce que j'ai fait. C'est-à-dire, j'avais un peu la... En fait, je sais pas si vraiment il me rabaissait, mais j'avais vraiment la sensation qu'il me rabaissait. Et ça, c'était assez fréquent. C'est-à-dire que mon père, il est très critique, il est très négatif. Il voit souvent, le pire scénario possible. Par exemple, si je lui dis, je sais pas, je lui dis, j'arrête les cours pour me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quoi le pire scénario ? Le pire scénario, c'est que je me sois fait brainwash par quelqu'un pour lancer mon business, pour acheter sa formation, et au final, en fait, c'est un truc qui marche pas, et en fait, après, ça me déprime, et en fait, après, j'ai plus envie de trouver un taf parce que j'ai eu cette promesse de faire des millions avec l'entrepreneuriat, et que du coup, je suis un loser, et que je reste chez moi, et que je fais plus rien, et que j'ai une vie de merde. Voilà, et que mes parents soient pas fiers. En gros, c'est ça le scénario le plus probable que mon père risque de voir. En gros, voilà, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai toujours perçu. Et en fait, c'est très... c'est très... Tu te sens toujours très rabaissé, tu te sens toujours pas valorisé, et très critique, et il a souvent eu des mots très durs, et ça, par exemple, c'est un truc qui a créé énormément de manque de confiance en moi, et en particulier quand...
en particulier quand j'ai commencé à dépasser 10-12 ans, ça a commencé à... Parce que c'était aussi à cette période-là où c'est peut-être le plus fréquent, parce que c'est là où il commençait à être un petit peu plus dur. Alors même il avait été dur un petit peu avant, là ça s'amplifiait peut-être il se permettait plus de choses, de dire des choses un peu plus méchantes. Et en soi, bon, je lui en veux pas parce que ça fait qu'aujourd'hui je suis entrepreneur et Dieu merci, et merci papa, mais c'était hyper dur et ça a créé énormément de manque de confiance en moi, donc c'est ça au début qui m'a poussé à aller à la salle. Alors, pas exactement, mais en fait, si je te fais vraiment la vraie histoire, c'est que ce manque de confiance en moi, il m'a poussé à chercher la validation chez les femmes, à trouver de l'amour chez la gente féminine que j'avais pas nécessairement dans mon foyer. Enfin si, ma mère a toujours été très aimante et vraiment adorable. Ma mère, c'est, je pense, hein, en restant objectif, même si je suis pas objectif là-dessus, tout en toute objectivité, bien évidemment. Je pense que ma mère, c'est la meilleure. Mais non, pour revenir un peu plus dans le vif du sujet, j'ai énormément recherché la validation de la gente féminine parce que ça m'apportait une sensation de vraiment je valais quelque chose. Ok, je plais aux femmes donc je vaux quelque chose. Et en fait, si tu veux, pourquoi je cherchais à valoir quelque chose? Parce que j'avais l'impression que je valais rien. Parce que mon père était très critique sur moi et avait des mots très durs, sans rentrer dans les détails. Et c'est ça en premier lieu qui m'a par exemple poussé à aller... Bah par exemple, en vrai mec c'est quoi, je vais t'expliquer le chemin entier. Ce qui se passe c'est que quand j'ai eu 16 ans, à peu près, je voulais absolument avoir... Enfin je voulais absolument... Je commençais un petit peu à avoir envie d'avoir une meuf. Même si j'avais déjà eu deux meufs par le passé, là je voulais vraiment... Enfin je sais pas, je voulais avoir une meuf. J'étais en première. Je crois que j'avais 16 non ouais j'avais 16 ans. Et tu sais, je commence à installer une application qui s'appelle Yubo. C'est un site de rencontre pour les ados où tu peux faire des lives, où tu peux discuter avec les gens. C'est un peu un mix d'Instagram et de Tinder. Sans les posts, mais avec que les lives. Voilà. En gros, si je résume. Et en fait, pourquoi j'ai installé? Parce qu'avec mon cousin, on s'amusait, quand on était un petit peu plus jeune, quand on avait 15 ans, on avait déjà installé cette application. Et on s'amusait à swiper et tout, bref. En fait, je sais plus dans quel contexte on faisait ça, mais on était dans un camping en vacances d'été. Et oui, l'histoire est très longue, mais il faut absolument que je la raconte. On était dans un... Enfin, pas l'histoire du camping, mais je veux dire l'histoire de pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. En fait, on était dans un camping, c'était en vacances d'été. Et il me montre cette application, Yubo. Et je sais pas comment il a eu, j'ai jamais eu l'histoire, mais du coup moi je l'installe aussi parce que je veux faire comme mon cousin, parce que je le trouvais très cool comme gars à l'époque, enfin je le trouve toujours très cool, mais je l'idéalisais un petit peu et du coup alors que c'était mon petit cousin, enfin on avait le même âge, mais du coup j'installe et on commence à swiper et on raconte un petit peu de la merde aux gens là-dessus, aux meufs, on raconte des histoires de fous, enfin alors qu'on n'avait rien fait, enfin bref, des trucs entre cousins quoi, et ça me fume la gueule rien que d'y repenser. Et ce qui se passe, c'est que du coup, un an après, j'ai 16 ans. On vient la rentrée de quand je suis en première. Et je réinstalle cette application parce que, en fait, je me sens très seul dans ma classe. J'ai très peu de confiance en moi. Parce que... Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que... Alors, en fin de troisième, je me suis fait trahir... Non, je me suis pas fait trahir, mais si tu veux... J'ai perdu tous mes amis à cause d'une embrouille. À cause d'un gars qui a mal interprété une chose que j'ai faite vis-à-vis d'une meuf et j'ai perdu tous mes amis. Ce qui se passe, c'est qu'en seconde, je me fais un groupe de potes que j'adore. D'ailleurs, Florian et Romain, si vous passez par là, je vous aime. Vous êtes les bestes, vous m'avez sauvé je sais pas, peut-être je pense de la dépression ou de pire que ça. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, moi, je suis avec eux et c'est vraiment mes giga bros. Et vraiment, en seconde, j'ai encore un petit peu cette force de pouvoir sociabiliser. J'avais encore confiance en moi parce qu'au collège, sur mes années de 4e et de 3e, j'étais un peu parmi les giga chats de mon collège, donc j'avais un bon statut dans le collège et du coup je trouvais ça facile de sociabiliser. En seconde, j'arrive en classe et tout, je sens que je perds un petit peu en statut dans la classe et tout, mais par rapport à ce que j'étais avant, et je me dis c'est ok, j'ai quand même un groupe de potes. Arrive la première, c'est là où vraiment dans cette période où je me branle de ouf sur de la pornographie, je mange de la merde H24, j'ai pris du poids, enfin genre ça va pas du tout, je fais pas de sport, enfin je fais rien. J'arrive en première, j'arrive pas à sociabiliser, je me fais pas d'amis, j'ai littéralement pas d'amis dans ma classe, enfin genre c'est terrible. Et en fait du coup j'installe Yubo, alors
pour trouver une meuf et aussi pour me faire des amis. Enfin, en gros, consciemment, c'était pas pour trouver une meuf, mais enfin, en gros, j'y allais aussi pour les meufs et tout. Et du coup, je commence à DM quelques meufs et tout. Et au final, je discute avec une. D'ailleurs, je lui envoie un DM par hasard. Vraiment par hasard, genre je misclick. Je voulais pas lui envoyer de DM, je misclick. Ça lui envoie un DM. En mode coucou, ça va. Et j'étais pas censé lui envoyer un message. Genre, de base, je devais rien lui envoyer et je devais rien faire. Genre vraiment, si j'avais pas misclick, je lui aurais jamais envoyé un message et vraiment, ça n'aurait jamais eu lieu. Ce qui se passe, c'est que du coup, elle me répond. Du coup, moi, j'engage la conversation, on discute. 3 mois plus tard, c'est ma meuf. Donc, en fait, juste sur du hasard, c'est devenu ma meuf. Alors, parce qu'on a discuté, on a fait des appels, elle m'a dit qu'elle m'aimait bien, ensuite on s'est vu, parce qu'elle habitait à Paris, c'est devenu ma meuf pendant 2 ans. D'ailleurs, on sait jamais. Roman, si tu passes par là, je te fais des bisous, dans le plus grand respect, bien évidemment. Non, ça me fume la gueule. Mais, en gros, voilà, j'avais besoin de cette validation de la jante féminine et du coup c'est pour ça que je me suis mis aussi en couple avec elle. Je suis resté avec elle pendant 2 ans. Et ensuite je me suis mis à la musculation. Pourquoi? C'était pendant que j'étais en couple avec du coup mon ex. Pourquoi je me mets à la musculation? Parce qu'en fait à plusieurs moments je me suis senti complexé parce que mon ex à un moment donné parlait à un gars qui s'appelait Terence. C'était un mec qui était dans son cours de dessin parce qu'il faisait du dessin. Et le mec était grave beau gosse. C'était genre vraiment l'archétype du gars un peu un chouille emo boy, mais pas trop, mais beau gosse. Genre le beau gosse. Genre beau gosse avec un peu des influences emo, vite fait. Vite fait. Et du coup, en fait, moi je complexais de ouf parce que le mec il était sec, il était grand, il avait des beaux cheveux, il avait confiance en lui, il était ultra chaud en dessin, le truc que mon ex, pour laquelle elle était le plus passionnée. Donc, genre, je complexe de ouf et je me dis merde, genre ça va pas du tout. Et en fait, du coup, je commence à. Ça arrive à plusieurs reprises où je commence à complexer et je vois des gars sur des réseaux, enfin sur les réseaux qui sont secs, qui ont confiance en eux, qui ont un bon physique et tout. Enfin, et moi je me dis putain, mec, je suis en retard et tout, c'est pas possible. Et en fait, 1 an et demi après le début de notre relation, du coup, avec mon ex, je. Ouais, j'ai bugué un peu. Je me mets à faire du street workout parce que j'ai un pote qui en fait et j'avais déjà pendant le confinement j'avais fait un peu de musculation, un peu de cardio et j'en avais fait aussi un petit peu en début d'année et vient en fait pas quand je suis en première mais quand je suis en terminale vers mars avril de la terminale du coup en 2021 je me mets à faire du street workout avec un pote et c'est là que je commence à me muscler vraiment. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer mon physique. En fait, c'est juste parce que j'avais une insécurité. Et j'avais une insécurité de quoi? En fait, de pas être valorisé. Parce qu'en fait, du coup, peut-être que ma meuf, je vais la perdre, en fait. Et du coup, je vais pas me sentir vraiment valorisé comme je suis. Je vais pas avoir l'impression d'être méritant de l'amour des gens. Donc, en fait, je me suis battu pour ça. Genre, littéralement, c'est pour, en fait, être aimé des gens. En fait, si j'ai fait de la musculation, c'est parce que je voulais être aimé des gens. Si je lançais un business, c'est parce que je veux être en sécurité. Enfin, et aussi pour être aimé des gens. Donc en fait, si tu veux, c'est toujours pour ça qu'on lance un business ou pour qu'on fait quoi que ce soit. Il faut comprendre un petit peu nos vraies motivations, il faut trouver notre pourquoi, notre why, comme ils disent en anglais. C'est ultra important. Parce que derrière, c'est à ça qu'on peut se raccrocher dans les moments les plus difficiles. Je sais plus qui c'est qui dit ça, mais je sais pas si c'est Sénèque. Je crois pas que ce soit Sénèque. Mais je sais qu'il y a une citation qui est ultra connue, c'est que celui qui a un pourquoi peut endurer n'importe quel comment. Et ultra vrai, ultra important. Si tu sais pas pourquoi tu fais les choses, soit tu vas faire un burn-out, soit tu vas arrêter, soit tu vas abandonner. Donc, ultra important de savoir pourquoi tu lances ton business. Et en vrai, on a tous forcément une raison. Et toi, genre, mec, si t'écoutes le podcast, il y a forcément une raison. T'as ton business forcément pour une raison. Genre, tu le fais pas juste pour faire plus d'argent. Enfin, pourquoi tu veux faire plus d'argent? Et pourquoi tu veux faire plus d'argent de cette manière-là en particulier? Pourquoi via l'entrepreneuriat, via le business en ligne et pas quelque chose d'autre? En vrai, avoir des introspections comme ça, est très important. Genre, vraiment, creuse-toi la tête. Pars marcher pendant 3-4 heures. Ouais, peut-être j'abuse sur les heures, mais
pars marcher pendant 1 heure ou 2, ou plus en vrai, mec. Prends-toi une après-midi, tu pars marcher en ville et tu réfléchis. Bah pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu... Pourquoi tu veux lancer ton business et faire de l'argent? Faut que tu aies cette conversation avec toi-même, parce que si tu sais pas pourquoi tu fais tout ça, tu... Mais les vraies raisons, pas juste les raisons en surface, pas juste la liberté, pas pour me dépasser, pour être meilleur que tous les jours, pour me développer. Enfin, ça c'est juste des façades. Pourquoi tu veux tout ça? Pourquoi tu veux te développer? Pourquoi tu veux... euh, pourquoi tu veux être meilleur tous les jours? En fait, pourquoi tu veux pas stagner? Pourquoi tu veux t'améliorer? C'est quoi qui est derrière tout ça? Pourquoi est-ce que tu te considères aujourd'hui que tu as besoin de t'améliorer? Genre, vraiment, mec, pose-toi toutes ces questions, ça va te faire avancer. Genre, tu seras pas meilleur en vente, tu seras pas... tu seras pas... Je sais pas, tu seras peut-être pas une meilleure personne vraiment, mais juste, tu seras plus résilient, tu comprendras vraiment tes motivations, tu seras plus aligné avec toi-même. Donc au final, oui, ici, peut-être que tu seras meilleur en vente, tu seras meilleur partout, mais juste vraiment pose-toi ces questions-là. C'est pas nécessairement des résultats tangibles que tu vas avoir, mais ils seront là. Voilà, mec. En vrai, je vais pas éterniser le podcast parce que je pourrais parler pendant des heures de plein de choses. Mais voilà, j'espère que ça t'a plu. Passe un bon week-end, une bonne soirée, un bon appétit. Je sais pas quand est-ce que t'écoutes ça. Et on se dit à plus pour un prochain podcast. Et dis-moi si ça t'a plu, dis-moi s'il y a des choses qui t'ont fait kiffer ou quoi. S'il y a des trucs pour lesquels t'es pas en désaccord. J'allais dire s'il y a des trucs pour lesquels t'es pas en désaccord. Mais non, justement, s'il y a des trucs envers lesquels t'es en désaccord, je suis curieux d'avoir un petit peu ta perspective là-dessus. Et, euh, et voilà, gars. À plus.